Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Clément Gasse. Bonjour. Bonjour Jimmy. Vous avez 38 ans, vous êtes non-voyant de naissance et vous avez une passion, c'est que vous courez des marathons. Des marathons et toutes les distances, j'adore ça, oui, Et tout seul, sans guide, en autonomie. tout à fait. Eh ben, c'est absolument incroyable, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez. Rim, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous répondez aux questions de Ghislaine et Anne-Marie à propos d'un produit un peu particulier, un legging d'un genre spécial. C'est ça, et très tendance parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Alors normalement, en portant ce legging toute la journée, j'aurai moins de cellulite. C'est la promesse, donc on va voir comment ça marche. C'est connu, le noir maigri. Oui. Ça ne tient qu'à ça finalement. Ça me tient qu'à C'est la ça. couleur. Donnez ça vous tente ce genre de legging? J'en ai déjà un, mais ça se passe très bien, Jimmy. Ouais. Vraiment, c'est fou. Ça tient chaud. Hein. Vous sentez gainé? Je sens gainé, là, je sens gainé. C'est la carte blanche de Daniel Jacksman dans quelques instants. Odile Balbo, bonjour. Bonjour, Jimmy. Vous allez nous donner une petite trousse de secours d'un genre particulier. Exactement, pour ne pas gâcher ses vacances avec des bobos gynéco, je vous ai concocté un petit kit de survie, vous m'en direz des nouvelles. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons en Gironde à la rencontre de Sarah, atteinte de la maladie de Charcot et qui a pu réaliser un baptême de l'air en ULM grâce à une association. Dans notre dossier du jour, nous allons prendre soin de votre peau et de vos cheveux qui peuvent être mis à rude épreuve durant l'été avec la chaleur, l'exposition au soleil ou encore les baignades à répétition. Nous serons avec une médecin dermatologue. Mais tout de suite, on accueille notre invité du jour. Et pendant que Rim, Odile et Donnel s'installent, on est ravis d'accueillir Clément Gasse. Bonjour Clément. On vous laisse Bonjour à vous toutes et à installer tous. tranquillement autour de cette table, puisque vous nous avez également proposé de venir vous installer seul, sans aide, et je vous laisse ranger tranquillement votre canne. Alors Clément, on est vraiment content de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 38 ans, vous êtes ingénieur statisticien, vous êtes non-voyant, et aujourd'hui, vous courez des marathons sans guide, uniquement à l'aide de votre canne et d'un guidage GPS. Et pour réussir ce genre d'exploit, eh bien, le rôle de vos parents a été déterminant. Vous êtes non-voyant de naissance, mais dès votre plus jeune enfance, eh bien, c'est vos parents qui vous poussent à sortir et vous emmènent en randonnée en montagne. Oui, je ne faisais pas de distinction entre moi et mon frère aîné qui, lui, voit très bien. Donc on faisait les mêmes activités, donc j'étais amené effectivement à randonner, et même à faire du vélo, ce qui est un peu dangereux parfois quand on ne voit pas, mais donc sans tandem, je parle bien de faire du vélo en Tout seul. autonomie. Donc je me suis développé de cette manière-là, poussé vers le haut, disons, par le fait aussi d'être dans un environnement où il y a majoritairement des personnes valides. Et donc j'avais forcément envie de faire la même chose qu'eux. Et tenir à vélo sans avoir la vision, l'équilibre, ça a été difficile. Comment ça s'est passé? Je ne pense pas qu'un enfant se pose la question de savoir si les choses sont difficiles ou pas difficiles. C'est-à-dire que je suis arrivé au monde avec une déficience visuelle. Mais bon, en tant qu'enfant, ça ne s'appelle pas une déficience visuelle. On se rend juste compte que les autres enfants sont plus efficaces que nous pour faire certaines choses. Mais on a quand même envie de les imiter au maximum. Et on ne se pose pas la question de savoir si c'est difficile. On fait ce qu'on peut et on apprend au fur et à mesure. Et finalement, c'est cet environnement familial, votre frère comme moteur, qui vous a permis de gagner de l'autonomie et prendre de la confiance et, j'irais pas dire à vivre comme les autres, mais quand même si, faire des randonnées, faire du vélo en montagne et visualiser les obstacles sans les voir, c'est quand même, pour les éviter, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est le fait d'avoir grandi à la campagne aussi, où il y a beaucoup moins de risques. Donc on peut s'aventurer, même sans voir, à aller sur les chemins, parce qu'il n'y a pas vraiment de danger objectif, à part tomber dans un fossé.
Mais ça, on s'en remet beaucoup mieux que si on se fait écraser par une voiture. Ça, c'est plus difficile à Ça soigner, dépend du fossé évidemment. quand même, parce qu'il y a des fossés dans certaines montagnes qui peuvent être un petit peu casse-gueule. Ouais, c'était pas non plus sur des sentiers les plus abrupts où j'allais. C'est pas des sentiers aériens, ça c'est aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des fossés de 2-3 mètres de profondeur avec de la terre en bas, un peu d'eau. Bon, ça va, on s'en remet. Quelques ronces et orties, c'est pas sympa quand même. On voit déjà la mentalité, en tout cas, de ne pas avoir peur et ne pas se bloquer avec les obstacles. Bah, c'est une question de tempérament, c'est sûr. Le goût du risque, voilà, certaines personnes l'ont plus que d'autres. L'envie de découvrir le milieu aussi, et puis le caractère. J'ai un caractère assez calme, patient, donc ça pousse à faire des choses qui durent longtemps, et notamment de la course à pied longue distance. L'envie de conduire une voiture? Ben, je partais du principe que c'était pas possible, puisque bon, je connaissais la loi, hein, on ne donnera pas le permis, donc mais évidemment ça m'amuserait. D'ailleurs on l'a fait, on l'a fait sur quelques mètres avec mon frère, il m'a donné les commandes quelques mètres dans les champs, voilà, c'était même pas en France d'ailleurs. Mais, Ça reste on dit ailleurs. Et progressivement, vous êtes mis à la course à pied. Pourquoi la course? Qu'est-ce que ça vous apportait? Ben, la course, pour moi, c'est surtout la marche en plus rapide, puisque mon moyen de locomotion principal pour lequel je ne dépends de personne, c'est d'utiliser mes jambes, puisqu'on ne me donne pas le permis, ni pour une voiture, ni pour un hélicoptère, ni pour quoi que ce soit d'autre. Il me reste qu'à utiliser mes jambes. Alors, si vous marchez à 4 à l'heure, il vous faut 1 heure pour faire 4 km. En courant à 12 à l'heure, il vous faut 20 minutes. Ça fait une différence énorme, qui est beaucoup plus grande que la différence entre un coureur et une voiture. Si j'avais une voiture, il me faudrait 5 minutes au lieu de 20, ce qui est beaucoup moins impressionnant que 20 au lieu de 60. Donc c'est surtout ça l'intérêt de courir à la base, hein. C'est de pouvoir aller plus loin. Un moyen de locomotion et pas simplement quelque chose qui vous semblait difficile, parce que quand même, marcher déjà, c'est quelque chose, et avec l'environnement, c'est pas évident quand on perd le sens de la vue, mais la course à pied, c'est encore un autre niveau, non? De danger, d'anticipation, de gestion de ce qui peut arriver. Oui, mais c'est comme si vous roulez plus vite, hein. Si vous roulez à 300 à l'heure, évidemment, il y a plus de risques que si vous conduisez tranquille à 50 à l'heure, hein. C'est pareil, je pense, au niveau du risque. Mais l'objectif, c'est vraiment de me déplacer avant même que ce soit un sport. Après, j'en ai fait un sport, oui, c'est devenu un sport, et vous avez débuté la course à pied de manière officielle, avec notamment un guide qui courait avec vous et qui vous accompagnait dans les débuts. Oui, en tout cas sur les courses, parce que mais vraiment mes débuts, c'était de courir tout seul dans les champs, parce que j'avais pas de personnes qui couraient autant dans mon entourage, mais le fait de pouvoir courir seul, c'était possible seulement sur des terrains que je connaissais par cœur, que j'avais découvert d'abord tranquillement, et puis que je faisais de plus en plus vite. Alors là, on a diffusé une image où on vous voit en train de courir sur un sentier, sur une route, pardon. Quelqu'un vous suit à vélo. Mais comment vous vous guidez? Vous avez un guidage GPS, c'est ça qui vous dit en permanence, en temps réel, ce qu'il faut faire en fait? Oui, alors il y a plusieurs choses. Le GPS, c'est un peu la cerise sur le gâteau. D'accord. Mais le gâteau, c'est d'avoir une canne et d'avoir des jambes. Et d'avoir développé la proprioception, notamment en faisant des milliers et des milliers de kilomètres. On arrive à deviner, rien qu'à ce qu'on sent sous les pieds, on arrive à deviner ce qui se passera au prochain pas. On est au bord d'une flaque, on sent l'affaissement. Voilà. Et puis il y a la canne aussi qui touche le sol avec 1 mètre d'avance. Puis le GPS, lui, il est là pour anticiper ce qui se trouve encore plus loin et simplement pour me prévenir des changements de direction. Mais après, encore faut-il que je trouve l'intersection avec les repères au sol. Donc la canne est indispensable. Le GPS tout seul ne me sert pas à grand-chose. Et ce GPS, il vous donne des indications très précises. Qu'est-ce qu'on entend concrètement? Il vous dit marcher encore quoi, 5 pas, 10 pas, 10 mètres, attention à gauche? Oui, le GPS, il me remplace le guide en quelque sorte, puisque au début, je courais sur les courses officielles avec un guide humain qui est relié par une cordelette, qui m'annonçait les virages avec quelques mètres d'avance, parce que ça suffit pas d'être tenus l'un à l'autre. Si on court vite et que le guide tourne d'un seul coup, ben on va tomber. Donc il était obligé de prévenir. Et là, c'est ce que fait le GPS. Il m'annonce en permanence que le prochain repère est à 50 mètres, par exemple, et qu'ensuite, il faut tourner à 2 heures, ou à 3 heures, ou à 4 heures. Là, c'est plus précis que simplement droite ou gauche.
c'est avec les chiffres de la montre. Et puis l'information est actualisée en permanence. Donc à un moment, j'entends 50 mètres, et puis 5 secondes plus tard, j'entends 30 mètres. Oui, parce que vous allez vite, hein. Parce que ça, Et puis le GPS lui-même parle vite, sinon il ne peut pas me suivre. Il parle à cette vitesse-là, il est sur le téléphone. Donc pour une oreille non exercée, c'est incompréhensible. C'est du 300 mots minutes. Justement, pour nous rendre compte et comprendre ce que vous entendez, nous avions suivi des non-voyants en randonnée dans les chemins de Stevenson, qui avaient également un GPS qui les guide. On regarde tout de suite l'extrait. Point 5, 1 heure à 53 mètres. On marche sur du gazon. Petite, point 4, point 4, point 4, 1 heure à 16 mètres, point 4, point 4. Quand il dit midi, c'est tout droit. Il y a 300 mètres. S'il dit 11h ou 13h, c'est à peine tourner les épaules à gauche pour 11h, à droite pour 13h. 96 mètres. Au début, c'est pas... Clément, on a entendu le GPS dans ce reportage. Le vôtre, il parle encore plus vite, parce que vous allez vite. Oui, là, c'était de la randonnée, donc il n'y a pas besoin de parler trop vite. Et c'était avec des personnes qui commencent, je pense, à s'en servir. Donc c'est une question d'habitude. Plus on a l'habitude, plus l'oreille peut reconnaître des informations données rapidement. Vous avez donc votre canne qui vous aide. Vous avez dû l'adapter pour la course, la canne? Elle a quelque chose de particulier? Oui, la canne avait très peu évolué depuis son invention en 1921. Il s'agissait au départ d'un outil de signalisation, simplement, pour sécuriser les personnes non-voyantes sur la route, pour que les conducteurs de véhicules les voient. Et c'est seulement bien plus tard que c'est devenu un outil de locomotion pour tâter le terrain. Et pour que ça fonctionne en course à pied, on a dû faire un embout plus gros, qui passe mieux les aspérités du sol, parce qu'au départ, c'était des embouts tout petits au bout de la canne. Et puis, on a dû la rendre plus solide aussi, puisqu'il y a plus de choc quand on court. Enfin, surtout, il y a plus de vitesse avec le choc, donc plus de force. Donc, potentiellement, la canne peut casser plus vite. On vous a vu là sur une photo avec justement cette canne quand vous avez fait notamment les 20 km de Paris. Vous avez enchaîné des marathons et vous avez même fait du ski. Oui, alors le ski, ça, c'est pas avec la canne, évidemment. C'est plus avec des bâtons de ski, quoique la canne ressemble pas là, mal. Là, on montre les images. Vous êtes à l'arrière et on vous voit skier. C'est vraiment impressionnant. Oui, alors là, on a un guide qui est une dizaine de mètres devant et qui annonce les virages, en fait. À chaque fois qu'il tourne, il me l'annonce dans un petit haut-parleur à la ceinture. Et donc, il me reste qu'à reproduire ces mouvements. Mais finalement, c'est de l'autonomie aussi, là. On n'a pas de corde, il y a juste la voix qui nous relie. C'est hyper impressionnant parce que vous dites, on suit le guide, mais vous avez une proprioception, c'est-à-dire un sens de la stabilité absolument exceptionnel. Clément, c'est un vrai plaisir. Merci de votre témoignage. On a été ravis de vous accueillir sur le plateau du MAC de la Santé. Merci à vous. Prochain marathon, vous allez continuer les marathons là? Oui, tous les jours après le petit-déj, le marathon. Évidemment, c'est bon pour la santé. Merci beaucoup, Clément. Elle a bouleversé l'histoire de la médecine. Rencontre avec Françoise Barré-Sinoussi, une scientifique qui a consacré sa vie au VIH. Il y a plus de 40 ans, elle participait à la découverte de ce virus, une recherche pour laquelle elle a reçu le prestigieux prix Nobel conjointement avec Luc Montagnier. Caroline Dieudonné, Marc Lavastrou et Stéphane Joviado l'ont rencontré. C'était en 2008. Françoise Barré-Sinoussi devient la première femme française à recevoir le prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH, la reconnaissance d'une vie dédiée à la recherche. Tout commence en 1971, lorsque la chercheuse, alors étudiante en sciences, pousse les portes de l'Institut Pasteur. J'avais 24-25 ans lorsque je venais ici pour écouter les cours de virologie. Dès que je pouvais, dès que j'avais fini les cours, j'allais au laboratoire. J'étais extrêmement passionnée et motivée et prête à passer tout mon temps au laboratoire, jour et nuit s'il le fallait. Le début des années 80, avec l'apparition du sida, marque un tournant dans sa carrière de virologue. À l'Institut Pasteur, avec ses collègues, elle parvient à détecter le VIH en 1983, un défi pour les chercheurs. C'était un rétrovirus jamais identifié, donc totalement méconnu par les scientifiques, et donc il fallait le décrypter complètement. Tout était à faire, en fait. À l'époque, certains patients se présentent à l'Institut Pasteur pour tenter d'avoir des réponses, une course contre la montre qui va bouleverser la chercheuse.
Là, le fait d'avoir ce contact directement avec des personnes qui étaient affectées et qui, en plus, malheureusement, allaient mourir, ça a totalement changé ma vision. Tout ce que j'ai pu faire après, ça a été ma motivation, mon moteur, c'était eux. On le fait pour eux. Ce n'est que 25 ans plus tard, en déplacement au Cambodge, que la virologue apprend qu'elle va recevoir le prix Nobel de médecine. Mon téléphone sonne et je décroche. Je tombe sur une de vos confrères, à vrai dire, et elle me dit « Vous avez le Nobel ». Et je ne l'ai pas cru, je lui ai raccroché au nez, à vrai dire, en lui disant « Bon, c'est encore une fake news ». Immédiatement, par contre, mes collègues dans la salle qui étaient avec moi me disent « Attends, Françoise, c'est probablement pas une fake news ». Et puis, les Cambodgiens sont arrivés ici avec des fleurs. C'est pour moi très émouvant parce que la personne que vous voyez en photo est une personne vivant avec le VIH qui était extrêmement émue. Aujourd'hui, la banderole avec laquelle ses collègues l'ont accueilli à son retour marque toujours l'entrée de ce laboratoire. Un parcours hors du commun, mais parfois éprouvant. Être chercheur, il faut être solide parce qu'il va falloir surmonter les obstacles les uns derrière les autres. Alors quand on est une femme, il y en a encore plus. Quelqu'un de très important à l'Institut Pasteur m'a dit un jour, alors que je lui demandais si il pensait que je pouvais faire une carrière de chercheur à Pasteur, il dit, ma petite dame, vous n'y pensez pas. Une femme, vous revoyez tout de suite vos objectifs de carrière. J'étais jeune, je n'ai pas osé répondre, même si au fond de moi-même, je pensais à Marie Curie, bien évidemment. Bonjour Françoise. Bonjour Michaela, ça va? Plaisir de vous voir. Pour cette ancienne collègue qui a pris la relève, Françoise Barré-Sinoussi est une source d'inspiration. Elle ne veut pas la gloire scientifique pour elle, elle ne veut pas publier dans les grands journaux. Elle, ce qu'elle veut, c'est améliorer la vie des patients. Moi, ça m'a beaucoup motivée parce qu'en fait, il y a des moments où la recherche est très difficile, on passe souvent par des échecs. Et elle m'a aidée en fait à chaque fois revenir à la motivation initiale, pourquoi on fait ça. Un contact avec les patients qui anime toujours Françoise Barré-Sinoussi, aujourd'hui présidente du SIDAction. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous allons prendre soin de votre peau et de vos cheveux durant l'été grâce au docteur Dima Haïdar. Elle est médecin dermatologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à la rencontre de Sarah, atteinte de la maladie de Charcot, mais qui a réalisé son baptême de l'air en ULM grâce à une association. Du rire avec le billet humoristique de Donel Jacksman qui a mis aujourd'hui son plus beau polo avec des flamants roses. Vous allez voir, ça vaut le détour. Que glisser dans sa trousse à pharmacie intime pour l'été? C'est la chronique du docteur Odile Bagot, notre médecin gynécologue. Nous répondrons à la question de Ghislaine, une téléspectatrice qui aimerait savoir si les leggings anti-cellulite sont efficaces. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Et Donel, c'est à vous. Eh oui, c'est bientôt l'été, donc en été... Il fait chaud. Exactement. La question paraît simple, hein. Il y a toujours des personnes qui semblent être étonnées quand il fait chaud. Elles te le disent, oh, il fait chaud, oh, quelle température, quelle chaleur, on se croira dans un hammam. Il fait chaud, c'est normal. Les mêmes personnes te le disent aussi en hiver. Il fait froid, c'est quoi ces températures? Il fait froid, c'est l'hiver. Alors quand il neige... Oh là, dès quand il neige, là c'est le sujet en boucle partout, les médias en parlent tout le temps, c'est la une, le pays est bloqué pour 5 cm de neige. Oui. Les Canadiens nous regardent, ils rigolent. Ils sont en tabarnak. Vous savez c'est quoi 5 cm de neige au Canada, vous savez? Un lundi? Un lundi, exactement. 3 cm, un été indien. Voilà, exactement. Alors oui, en été il fait chaud, et il y a quoi d'autre en été? Il y a aussi la canicule. Et la canicule, c'est un sujet qui est important pour nous parce que nous sommes un magazine de santé et puis surtout qu'à chaque fois qu'il y a une canicule, on perd la moitié de nos téléspectateurs. Donc vraiment, non, il faut leur dire, protégez-vous, achetez des ventilateurs, mettez de la crème. Et surtout, j'ai une technique, n'hésitez pas à laisser appuyer le doigt sur le bouton 5. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose de grave pour eux, nous, nos audiences, ça ne bouge pas, ça continue tranquillement. Donc, donnons. Perdez pas le nord. Donc, comme c'est l'été, je vous fais comme d'habitude maintenant un petit top 3 des idées reçues en été. Alors, idée numéro 1, vous le savez, Jimmy, boire de l'eau glacée pour se rafraîchir rapidement. Non, bien évidemment non, parce que boire de l'eau, ça donne une sensation de froid, mais le corps reste à la même température. Donc, ce qu'il faut, c'est pas boire de l'eau glacée, c'est juste boire de l'eau plus. Mais attendez, vous voulez prendre mon temps? Jimmy, je suis en train de... Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais finir ici, là, bientôt.
Non, parce que l'explication était bonne en plus. Moi, en fait, par contre, je suis pas docteur de ce que je vais dire. Ne croyez pas tout. Hein. Moi, vraiment, il y a des blagues. Demandez à Jimmy après pour la suite. Idée numéro 2. Les chaussettes claquettes sont une tenue estivale. Non, voilà. Été, automne, hiver, jamais. Moi, les gens qui mettent des chaussettes claquettes, moi, je trouve que vraiment, c'est courageux parce qu'on dirait qu'ils sont en transition. Je sais pas si je vais à la plage, je vais descendre des poubelles. On comprend pas très bien. Et même au niveau scientifique, je trouve que c'est vraiment fascinant parce que tu mets un outil qui est fait pour libérer tes pieds et tu l'enfermes dans l'un qui est fait pour chauffer tes pieds. Tu vois. C'est vrai. Donc, vraiment, pour moi, la seule raison pour mettre les chaussettes claquettes, c'est si t'as perdu un pari. C'est tout. Et le numéro 1, les idées reçues, c'est les noirs ne bronzent pas. Ah, bon, Oui. Combiné à les noirs tiennent très bien la chaleur. Parce que dès qu'arrive l'été, il y a toujours une collègue pour dire « Oh, il fait très chaud, mais bon, vous, ça va ?» Ça va pas, je suis né à Strasbourg, hein, j'en sais rien, moi. Donc c'est faux. C'est vrai que la mélaline, quand elle est plus élevée chez certaines personnes, ça protège des UV, c'est tout. Mais ça signifie pas 0 coup de soleil, 0 risque et 0 variation. Regardez-moi, par exemple, avant, j'étais blanc. 2 semaines en Martinique, je suis revenu comme ça. Si je restais une semaine de plus, j'étais bleu nuit. Mais bleu nuit, c'est pas une couleur d'humain, c'est une couleur de voiture. Et comme je suis pas une voiture, donc bel été à tous. Merci beaucoup, Lionel. Et vous avez dit des vérités, d'ailleurs, en plus, même sur la mélanine, l'explication, je suis bluffé. Non, mais c'est vrai, mais ça, j'ai souvent vécu, parce que même moi, on me disait, toi, tu bronzes pas. Et comme je suis déjà très foncé, je me disais, non, je bronze pas, peut-être. Et après, un jour, je me suis vu, j'ai fait, ah ouais, il y a eu un avant et un après, quand même. Et ben, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants, parce qu'on va prendre soin de notre peau en été, quelle que soit la couleur de notre peau. Eh bien, merci beaucoup, Lionel. On se retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, on retrouve Odile Bagot. Et avec l'été, Odile, on va voir ce qu'il faut glisser dans sa trousse de toilette gynécologique, une sorte de kit de survie. Exactement, on ne va pas se gâcher les vacances avec des soucis gynécologiques. Alors, ce qui arrive le plus souvent, assez souvent, c'est les fameuses cystites. Les mycoses, c'est pour après. On n'anticipe pas, Donnel. Donnel est expert. Voilà, il est expert en gynécologie. Expert. Alors, on va commencer par la cystite. Alors, il fait chaud, on sue davantage, on oublie parfois de boire, on a plus de rapports sexuels, et tout d'un coup, l'envie de faire pipi toutes les 3 minutes et demie pour 3 gouttes, avec une douleur caractéristique, c'est la cystite qui s'annonce. À ce moment-là, déjà, on va essayer de la prévenir, on s'hydrate davantage, hein, bien sûr, et on fait pipi après les rapports. C'est ça dont il faut se souvenir. Maintenant, si on est une habituée, avant de partir en vacances, on va aller voir son gentil docteur et on va lui demander le petit sachet de phosphomycine que vous prendrez dès la première alerte pour éviter que la cystite se développe davantage. Mais si vous avez un doute ou si vous n'avez pas de phosphomycine sur vous, vous pouvez aller voir votre gentil pharmacien. Et lui, il vous fera un diagnostic rapide, une petite bandelette. Et si c'est positif, eh bien, il pourra vous délivrer la petite poudre magique. C'est un antibiotique, la poudre magique. Oui, c'est vrai. C'est pas celle des soirées mondaines. Non, mais je vous voyais venir, j'anticipe. Non, j'ai des souvenirs comme ça, je me dis vraiment... Alors, Donnel avait anticipé ensuite sur la mycose, Sur justement. la mycose. Alors, la mycose et la vaginose, hein, c'est les 2 horribles sorcières des vulvovaginites. Ce qui va être important, ce sera de distinguer les 2, parce qu'en été, avec les maillots mouillés, les baignades répétées, le changement d'alimentation, ça modifie votre pH, ça déséquilibre votre flore vaginale. Donc, il va falloir faire la différence entre les 2, c'est facile. La mycose, les pertes sont épaisses, elles sont blanches. La muqueuse vulvaire est rouge, ça brûle, ça démange, ça gratte. La vaginose, les pertes sont plus fluides, mais il y a l'odeur caractéristique, poisson pourri, on ne passe pas à côté. Que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, on peut aller en automédication chez son pharmacien. Pour la mycose, il peut vous délivrer un ovule, mais l'ovule, on ne va pas le prendre tout seul. Il faut aussi utiliser la crème. C'est toujours les 2. Pour la vaginose, vous pouvez, si c'est au début, régler le problème rapidement avec ce qu'on appelle un prébiotique. Un prébiotique, ça se présente sous forme d'une petite dosette, comme ça, dans laquelle il y a un liquide qui modifie le pH et qui peut arrêter votre vaginose. Et qu'on met dans le vagin, du coup, directement. Qu'on met dans le vagin, dans le nez, ça ne sert à rien. C'est une question vraiment... Voilà. Ah ouais, merci Jimmy. Non, mais bon, ouais, ok. Merci beaucoup Jimmy. Allez, passons à la vulve fragile avec la ménopause, notamment. Alors, les femmes qui ont une vulve fragile, en particulier en ménopause, n'oubliez pas d'emporter vraiment un savon lavant gynécologique. Hein. Ça sera beaucoup moins agressif pour la vulve. Maintenant, si vous n'avez pas d'accès à l'eau, plutôt que d'utiliser des lingettes, eh bien, prenez simplement une petite bombe d'eau thermale,
pchit sur la vulve, vous Ah oui tamponnez délicatement. Enfin, absolument. sur la vulve. Oui, ça Ok. c'est un peu froid, mais D'accord. sinon ça va. Très bien. Voilà, mais il ne faut pas en faire davantage. D'accord. Et vous tamponnez avec un peu de papier toilette doux et ça permet de faire une petite toilette si on n'a pas accès à l'eau. Pour aller à la baignade, la mer ou la piscine, avec une vulve fragile, mettez une pommade épaisse et bien grasse du style Vaseline ou d'autres spécialités. Ça évitera le contact avec directement l'eau. Un petit conseil pratique justement pour les règles notamment. Alors pour les règles, celles qui sont sous pilule, eh bien vous pouvez parfaitement, en enchaînant 2 plaquettes de pilule ou en ne prenant pas les placebos, faire de telle sorte que vous n'ayez pas de règles. Ça marche pratiquement à tous les coups, c'est absolument pas dangereux. Pour les règles et les protections, si vous voulez vous baigner, un petit tampon. Vous n'oubliez pas qu'il ne faut pas le mettre plus longtemps que 4 heures. Qui se met aussi dans le vagin et pas dans le nez. Voilà, quoique quand on a un saignement de nez, ça peut marcher. C'est pas très classe, mais on peut essayer. Je vous le laisse, Donnel, si vous saignez du nez. Pour les règles douloureuses, bien sûr, n'oubliez pas d'emporter à la fois un antalgique, le paracétamol que vous connaissez, et souvent, on a aussi besoin d'un anti-inflammatoire. Et sans oublier les préservatifs, quel que soit l'âge. Ah oui, on ne confond pas. C'est pas parce qu'on est ménopausé ou qu'on prend une contraception que ça protège des infections sexuellement transmissibles. Donc, on n'oublie pas le préservatif. Les vacances aussi, changement de rythme, souvent oubli de pilule possible. À ce moment-là, équipez-vous donc d'une pilule du lendemain, ça peut servir. Également, s'il y a une rupture de préservatif ou s'il y a une négligence pour une soirée trop arrosée, par exemple. Eh bien, merci. Très belles vacances gynécologiques à toutes. Et Donnel a récupéré. Trop petit. Oh là là, quelle arrogance. Et tout de suite, on prend le pouls de la France. Et direction la Gironde. Aujourd'hui, c'est depuis le ciel que nous allons découvrir ce département en compagnie de Sarah. Sarah souffre de la maladie de Charcot et grâce à une association, elle a pu réaliser un baptême de l'air en ULM. Un récit de Safar Baroud, Kevin Vincent, Jean-Claude Barre, Nathalie Vincenti. À la frontière de la Gironde réside une battante. Eh bien, ça sont mes trophées de kung-fu. Championne de kung-fu et de semi-contact, videuse de boîte de nuit, Sarah s'est depuis toujours montrée invincible jusqu'à l'annonce de sa maladie, il y a moins d'1 an. 17 décembre, j'ai l'annonce de la maladie de Charcot. Dans un premier temps, je suis en déni. On met quelques mois, quelques semaines plutôt, à rebondir, à ne pas être envahi par l'idée de la mort, par l'idée de ce qu'on va devenir. La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, est une pathologie à laquelle Sarah a déjà été confrontée. Elle a emporté son père il y a plus de 30 ans. Incurable à ce jour, la maladie entraîne une paralysie progressive de tous les muscles du corps. Désormais, chaque moment est précieux pour Sarah. Un matin, je me lève et je dis non, on va pas s'arrêter là, quoi. Vraiment, je reprends ma vie en main à ce moment-là et je dis on va vivre avec. Je vois la vie comme un cadeau, mais vraiment, c'est pas une punition, c'est vraiment un chemin de vie. Pour se réapproprier sa vie et son corps, Sarah veut vivre à 200%. Voyager avec son époux Christophe, profiter de ses enfants et de ses petits-enfants, mais aussi prendre de la hauteur. Libourne, au petit matin. Vous êtes quel groupe? Alors nous, c'est l'association Tendons la main. Sarah, ainsi que 6 autres membres de cette association, vont réaliser leur tout premier vol en ULM. Ça te donne envie? Excellent! Un rêve devenu réalité grâce au travail de Sophie, qui fait vivre des aventures à des personnes malades ou en situation de handicap depuis 13 ans. On essaye de créer du lien social à travers différentes activités. Le but, c'est de leur faire plaisir, de pouvoir aussi se changer les idées et dépasser un petit peu ses limites, sortir de sa zone de confort. Et justement, Sarah est l'une des premières à oser prendre place dans l'ULM. Bonjour, moi c'est Ludovic. Enchanté, Ludovic, Sarah. Ludovic est pilote bénévole. Cela fait 10 ans qu'il partage sa passion avec les autres. Certains ont une appréhension. Et puis dès qu'on est à 700 pieds, pof, tout le monde se détend, c'est merveilleux. Ah ouais, moi je kiffe, vous allez me faire... Oui.
L'ULM va décoller pour 25 minutes de vol à 1800 mètres d'altitude. Parti. Direction Saint-Émilion. Oh, c'est génial. On a vraiment l'impression d'être un oiseau. Ah oui, là. Et cette impression d'espèce de plénitude qu'on trouve dans les airs. Oui, oui, oui. Et la vue, c'est vraiment magnifique. Cela fait des années que Sarah vit ici et pourtant, c'est la première fois que le Libournais s'offre ainsi à elle. Des hectares de vignes à n'en plus finir. J'ai trouvé Saint-Émilion. Ah ah. Des cités médiévales, une expérience hors du temps. On voit bien le clocher. Ouais. La tour du roi. J'adore. Ça va, tout va bien? Ah ouais. Et j'adore les sensations. Vol papa, finale 22. Et la piste est à nous. Voilà. Presque rien sorti. Oh, rien du tout. Que du bonheur. Vraiment. C'est un moment de bien-être et imparfait. Oh, ça va. Bien lâcher prise, quoi. Vraiment. Je sais jusqu'où la maladie elle nous emmène, je sais comment je vais finir. Mais la vie, elle est tellement belle que j'ai envie de la vivre au maximum. Comme Sarah, cette année, près de 150 personnes ont pu réaliser un baptême de l'air grâce aux dons de particuliers et de sponsors. Un moment fort pour les passagers, mais aussi pour ceux qui les font voler. Ça a été un instant de bonheur par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Donc pour eux, ça leur change des idées. Ils descendent de l'avion, ils sont ravis. Tout le bonheur est pour nous et pour eux, bien sûr. Sarah a encore des rêves plein la tête. Parmi eux, un saut en parachute à 4500 mètres d'altitude, histoire de voir le monde d'encore plus haut. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, ce saut en parachute, et bravo pour cette association. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Nombreuses questions. Et je peux vous dire qu'il y a eu débat durant tout à l'heure l'emportage entre Donnel et Odile à propos de ces leggings. Vraiment, la chronique vaut le détour. Je vous assure, ça passionne tout le monde. Donc Guylaine, elle nous demande, elle nous dit, je vois régulièrement des pubs pour les leggings anti-cellulite. Est-ce que c'est efficace? Et puis Anne-Marie, sur les réseaux, il y a plein de leggings soi-disant amincissants et les femmes en sont enchantées. J'ai un certain âge et mes cuisses ne sont plus très jolies. Avez-vous des bons retours? Donc voilà, je vous montre déjà le type de legging dont on parle. Ce n'est pas un legging classique pour faire du sport, puisque c'est un legging amincissant. Et vous avez la version shorty, voilà, qui est censée marcher de la même manière. Et vous le voyez, là, sur les réseaux, eh ben, c'est un gros succès, tout le monde en parle, les dames se filment avec et affirment en tout cas avoir moins de cellulite. Donc avant de vous expliquer comment ça marche, on rappelle déjà ce que c'est la cellulite. C'est pas une maladie, 80 à 90% des femmes en ont. Ce sont des cellules graisseuses sous la peau et ça donne cet aspect peau d'orange. Donc il y a plusieurs types de cellulite. Vous avez, elles sont plus ou moins installées et à différentes zones, notamment les hanches, les genoux, ça peut être un petit peu partout. Vous avez la cellulite adipeuse, donc c'est une cellulite molle et on la voit quand on pince la peau essentiellement. La cellulite fibreuse, elle est installée depuis plus longtemps et elle peut faire un petit peu mal et elle est dure à faire partir. Et la cellulite aqueuse, qui est essentiellement due à la rétention d'eau. Alors, quand on voit votre explication et les schémas, on se demande comment ces leggings pourraient aider à éliminer les cellulites. Oui, absolument, Jimmy. En gros, la promesse, c'est qu'en le portant toute la journée, vous allez, comme par magie, mincir. En gros, c'est un tissage spécifique en relief, donc ils appellent ça en 3D, avec des zones de compression. Et donc, ces zones, elles feraient des micro-massages. Et sur certains, il y a aussi des actifs réputés anticellulites comme la caféine ou encore des actifs hydratants. Dans le legging. Dans le legging, par exemple, celui-ci, vous avez de la crème et c'est censé être dans des microbilles qui s'activent au contact de la peau. Mais une fois qu'on le lave... C'est du Q10, celui-là. Alors, il y a un nombre de lavages. Ah, okay, en général, ils vous disent ça marche pendant 10 lavages, 15 lavages. Et ensuite, les microbilles sont vides, apparemment. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal, dit comme ça. Dit comme ça, oui. En plus, on vous promet quand même moins 1 à moins 2 cm
de tour de cuisse, une peau lissée, une peau tonifiée. Et alors pour le prix, c'est environ une trentaine d'euros et on trouve ça soit sur Internet, soit en ligne ou même dans certains supermarchés. Alors du coup, nos téléspectatrices aimeraient savoir si ça marche. Alors, les micromassages, ils peuvent stimuler un peu la circulation. Il y a donc un petit effet drainant, un tout petit peu moins de rétention d'eau. Quand vous les portez en permanence, la peau, elle a donc un aspect un tout petit peu plus lisse. Le problème, je regarde Odile parce qu'elle les a testés. Je suis une experte. Elle a dit, elle ne sait pas si ça fait maigrir, mais ça donne un super corps. Ça, absolument, ça me fait des fesses de rêve. Ah voilà, j'ai pas osé le dire. Elle m'a dit si je voulais venir voir, j'ai dit elle est mariée. Moi, ça me dérange, ça me gêne, mais bon, tout ce qui se passe ici reste ici. Donc voilà, quand on le porte en permanence, la peau est un peu lissée, mais c'est vraiment très temporaire, puisque dès qu'on va enlever le legging, l'apparence, le gonflement, la cellulite reviennent. Et vous le disiez Odile, il y a un petit effet d'optique, puisque c'est très moulant, ça vous galbe. Vous vous sentez donc plus tonifié et c'est ce qui peut expliquer que l'avis des utilisatrices est souvent assez positif. Mais clairement, une cellulite installée comme celle qu'on a montrée tout à l'heure, notamment fibreuse, eh bien, ça va absolument pas la faire fondre. L'effet du massage n'est pas assez puissant pour casser les fibres. Donc si on résume, c'est mi-figue, mi-raisin. Oui, c'est ça. En gros, c'est un effet plus visuel que réel. Mi-fibre. Mi-fibre. Oui, c'est ça. On est sur un effet plus visuel que réel. C'est pas un traitement durable et malheureusement, il n'y a pas d'effet miracle. Il y a beaucoup de promesses marketing. Et puis pour lutter contre la cellulite, c'est un tout. C'est faire de l'activité physique, bien manger. Il y a les massages qui marchent un petit peu, notamment le palpé roulé, mais pareil, il faut le faire tout le temps. Donc voilà, c'est un peu de la longue haleine, la cellulite. Donnel, je voudrais bien dedans quand même. Ah, moi aussi. Ah oui, moi je donnerais cher pour voir Donnel en legging. Arrêtez, ça va trop vite entre nous. Bon, on vous laisse tranquillement. Parce que là... Je veux dire un truc, début quand même, moi ce que j'aime dans... Alors là, je regardais Rim faire ta chronique, ce que j'adore, et je l'ai vu depuis qu'on bosse ensemble, elle est toujours bienveillante. Elle dit vraiment le pour, le contre, c'est factuel, c'est beau. Moi, je dirais c'est de la merde. Mais Rim est toujours vraiment bravo. Moi, ah oui, c'est un métier. C'est rapide les chroniques, hein. Ça, de la merde, ça, de la merde. Mais c'est vrai qu'elle fâche personne. Et non, effectivement, c'est toujours bien. Moi, j'aime bien les réponses équilibrées. Tu trouves toujours même un truc... Mais parce qu'elle est bienveillante. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que nos téléspectateurs l'apprécient beaucoup. Et tout de suite, on passe à notre dossier du jour. La chaleur, l'exposition au soleil, les baignades à répétition. L'été met notre peau et nos cheveux à rude épreuve. Alors, comment les préserver? Quels sont les bons gestes à adopter? Quels produits choisir? On voit ça tout de suite avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Dima Haïdar. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va prendre soin de notre peau et de nos cheveux durant l'été. Et je regarde autour du plateau, on a tous des peaux un peu différentes, des cheveux différents. Est-ce que déjà, en fonction de notre peau et de nos cheveux, on doit adopter plus ou moins certains gestes? Complètement. Plus on a une peau foncée, plus on a de la mélanine, surtout mobilisée en surface, et donc mieux on est protégé contre les UV. Voilà, on absorbe mieux les effets des UV. Elle est là, c'est ce que vous voulez dire. Effectivement, les noirs sont mieux protégés des UV. Par contre, les noirs ont plus de risques d'avoir des taches au soleil, puisqu'ils vont mobiliser plus facilement leur mélanine. Voilà, après, il y a différentes teintes de noirs. Moi, je suis au bout du wagon, j'ai compris. Il reste Omar Sy et moi. Donc, évidemment, plus on a une peau foncée, plus on peut avoir des taches, mais effectivement, plus on est protégé contre les risques de cancer de peau. C'est la même chose pour les cheveux? Est-ce que les cheveux, avec le soleil, la chaleur, en fonction des cheveux, il y a des cheveux qui vont plus ou moins résister ou finalement le cheveu reste assez résistant? C'est un peu différent parce que quand on est au soleil, donc il y a l'effet des UV, mais il y a aussi l'effet des infrarouges qui vont donner cet effet thermique. Et donc quand on est exposé au soleil, on va faire que l'eau le peu d'eau qu'on a dans la tige capillaire va s'évaporer. On va avoir cet effet de déshydratation. Et puis il y a les UV qui vont abîmer la kératine, qui vont faire aussi que la mélanine va s'oxyder. C'est pour ça que quand vous êtes au soleil, vos cheveux deviennent plus clairs. Donc dans tous les cas, il faut bien protéger les cheveux des UV. Alors on va protéger notre peau et on va parler des UV. Puisque le soleil émet des rayonnements UV, les UVA, B ou C. Les UVC sont les plus dangereux, mais sont protégés, absorbés par notamment la couche d'ozone et l'atmosphère. Il nous reste globalement les UVB et les UVA. Les UVA sont ceux qui vont pénétrer le plus profondément au niveau de la peau et qui vont être globalement responsables du vieillissement. Quant aux UVB, ce sont ceux qui vont arriver au niveau superficiel, dans la couche superficielle de la peau, et qui vont être responsables notamment des coups de soleil. Lorsqu'on met de la crème solaire, eh bien finalement, l'action de protection va venir faire en quelque sorte refléter les UV pour éviter à la fois le vieillissement
les coups de soleil et puis surtout les cancers de la peau, parce que la seule façon de se protéger, c'est d'éviter le soleil et mettre de la crème. Mais on a parlé des UVB et des UVA, mais quand on achète de la crème, là on a une crème indice 50. Mais c'est indice 50 contre quoi? Contre les UVB ou les UVA? Alors le SPF, c'est le Sun Protection Factor. C'est la capacité d'une crème à vous protéger contre les UVB, donc contre les coups de soleil. Mais en aucun cas, elle va annoncer la protection contre les UVA qui sont présents toute l'année. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la législation européenne, elle impose que la protection contre les UVA soit au moins égale au tiers de la protection UVB. Donc plus vous choisissez un SPF élevé, plus théoriquement vous êtes protégé contre les UVA. Parce que aujourd'hui, sur la cosmétique, ils ne sont pas obligés de vous annoncer quel est le degré de protection contre les UVA. Là d'ailleurs, quand je regarde sur ce truc, j'ai 50, j'ai UVB et j'ai un UVA qui est entouré. Oui. Mais je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais au moins on sait que c'est un tiers du 50. Il y en a des fois qui mettent des plus, en fait, ça va de 1 plus à 4 plus, donc évidemment, si vous avez 4 plus, vous êtes mieux protégé. Et ils ne développent pas justement anti-UVA et anti-UVB en même temps? Normalement, c'est obligatoire. Si vous avez un SPF, vous avez quand même forcément une protection contre les UVA, en tout cas en Union européenne, mais le problème, c'est que vous ne savez pas à quel point. C'est pour ça qu'il faut prendre un SPF élevé. Est-ce qu'on peut préparer sa peau justement au soleil? Certaines personnes font une allergie au soleil qu'on appelle la lucite. Est-ce qu'on peut s'en protéger ou... Alors, on peut se préparer. La lucite, alors il y a la lucite estivale bénigne, c'est les premiers rayons auxquels on est exposé qui vont déclencher cette réaction qu'on a au niveau de la peau. Et donc, il faut s'exposer de façon vraiment très progressive et avoir une protection dès les premiers rayons pour éviter d'avoir cette réaction. Il y a des personnes qui vont être plus susceptibles d'en développer, mais le fait de préparer, par exemple, prendre des compléments n'a pas d'intérêt en dehors du fait qu'on va diminuer un petit peu le stress oxydatif, mais en aucun cas ça ne va remplacer la protection qu'on va avoir, la protection vestimentaire ou une crème solaire. Et on est d'accord, les autobronzants, c'est pas du tout une protection? Absolument pas. C'est une coloration. En fait, ça contient des sucres qui vont donner une sorte de caramélisation et donc ça va donner cette teinte qu'on va avoir au niveau de la peau, mais ce n'est pas du tout une protection contre les UV. Et d'ailleurs, c'est assez trompeur. Les gens vont avoir tendance à plus s'exposer en mettant des autobronzants. Donc ni l'autobronzant ni les compléments alimentaires de bêta-carotène ne servent à quelque chose. Manger des carottes, quoi. Manger des carottes pour avoir une teinte plus teintée au niveau de la peau, mais sinon, ça ne protège pas. Il y a beaucoup d'idées reçues qu'on voit notamment circuler sur les réseaux à propos de la crème solaire. Finalement, ce serait dangereux de mettre de la crème solaire, que le bronzage, c'est une forme de protection, qu'il faut laisser sa peau et qu'il faudrait peut-être mettre moins de crème solaire pour justement laisser le corps faire les choses naturellement. Alors ça, c'est une idée vraiment très dangereuse qu'on voit beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on commence à bronzer, c'est qu'on agresse sa peau. Parce que le bronzage, c'est une réponse à une agression avec les UV. Donc, votre corps va produire de la mélanine ou va mobiliser la mélanine en surface pour qu'elle absorbe les effets des UV. Donc, dès que vous bronzez, ça veut dire que vous agressez votre peau. Donc, en aucun cas, il faut se dire je m'expose, je bronze, et donc c'est bon, je ne mets plus de crème ou je ne me protège pas avec les vêtements. Les gens ont tendance d'ailleurs à se dire moi, à la fin de l'été, je ne mets plus de crème solaire. Mais ça, c'est complètement faux. Ah, donc même quand on a du bronzage, même quand on est bronzé, il faut continuer à mettre la crème solaire. Ah bah complètement. Il faut encore plus le faire parce que ça veut dire que vous êtes en train de cumuler les agressions. Et donc c'est comme ça qu'avec le temps, si vous le faites de façon régulière au cours de votre vie, vous allez aboutir à 20 ans plus tard à un cancer de peau. Mais ça, c'est vraiment une bonne info parce que je pense que de nombreux téléspectateurs et téléspectatrices ne mettent plus de crème solaire à partir du moment où il y a du bronzage. On se dit, ça y est, c'est la fin, je suis protégé. Quand on parle de coup de soleil, on va montrer une photo d'un coup de soleil, la rougeur classique. Le coup de soleil, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est rouge? Alors, ce qu'on peut faire, c'est arrêter de s'exposer déjà, parce qu'on ne veut pas avoir plus d'effet thermique qui peut aggraver cette problématique de brûlure, et 2, parce qu'on ne veut pas aggraver cet effet d'oxydation des cellules. S'hydrater la peau régulièrement avec soit des après-soleil qu'on peut voir classiques, ou alors une crème hydratante qu'on a chez soi. Alors, on a parlé de la peau, mais on va faire un petit détour au niveau des cheveux. Car l'été, on le sait, il faut protéger sa peau, on vous en a dit, avec de la crème solaire. Mais qu'en est-il de nos cheveux? Faut-il acheter des produits spécifiques pour les préserver des UV? Eh bien, réponse avec ce reportage signé Joanne Mavière, Nicolas Margeran, Stéphane Jovedo. Des rayons du soleil, nous protégeons nos yeux, notre peau, beaucoup moins nos cheveux. Pourtant, dans les rayons des pharmacies, de nouveaux produits promettent désormais de les protéger contre les UV. Ces clientes se sont laissées tenter. Ils sont moins secs avec le soleil et l'eau de mer.
quand on met ce genre de spray. Je trouve en tout cas, ou psychologiquement, ça marche vraiment bien. On espère qu'ils sont un peu protégés, plus doux et plus souples après. Cette préparatrice en pharmacie, elle, n'hésite jamais à les proposer à sa clientèle. Souvent, les clients viennent pour tout ce qui est protection solaire pour la peau. Ils ne pensent pas à leur cuir chevelu. Moi, évidemment, je le conseille parce que, vous voyez, j'ai un cheveu bouclé qui a tendance, forcément, le cheveu bouclé à s'assécher, etc. Et je l'utilise pour ne pas avoir le cheveu sec à la fin des vacances. Se retrouver avec un peu un effet paille, c'est pas très agréable. Protéger ses cheveux du soleil, une tendance portée par de plus en plus d'influenceuses sur les réseaux sociaux. Mais que contiennent vraiment ces produits ? Comme pour les traditionnelles crèmes solaires, ils affichent presque tous un SPF, c'est-à-dire un indice de protection solaire. Un non-sens pour cette professeure de cosmétologie. Dans un spray destiné aux cheveux, il ne peut pas y avoir de SPF puisque la détermination du SPF est basée sur l'inhibition d'une rougeur qui va se déclarer au niveau de la peau. Le cheveu ne peut pas rougir, donc pas de SPF. En revanche, c'est une protection et simplement de la couleur, puisque la fibre de kératine est une fibre essentiellement morte. Selon elle, ces produits sont inutiles d'un point de vue dermatologique. Et les filtres solaires qu'ils contiennent peuvent même représenter un danger pour la santé. Il y a plus de risques que de bénéfices à utiliser ce type de spray solaire, puisque les filtres sont souvent des filtres anciens, perturbateurs endocriniens, allergisants, polluants. Par ailleurs, on vaporise quelque chose finalement quasiment au niveau de son visage. Donc on a une exposition de ses poumons pour un bénéfice qui est quasi nul. Des sprays, pour l'essentiel à base d'huile végétale ou minérale. Ce dermatologue pointe du doigt un autre risque. Parfois, on a des produits qui vont être allergisants et c'est souvent le cas sur ces huiles-là. Ça va couler et ça va entraîner des réactions allergiques sur le cuir chevelu, sur le visage et ça peut même parfois aller aussi sur le corps. Ça peut s'étendre et créer vraiment un eczéma généralisé. Donc attention si vous êtes sujet à faire des allergies de la peau, si vous avez la peau sensible ou la peau fragile, il faut éviter ce genre de produits. Pour préserver ses cheveux des dangers du soleil, le meilleur réflexe reste donc une casquette ou un chapeau à large bord. Donc casquette, chapeau, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre de crème hydratante pour les cheveux. Il y a plein de lotions, il y a des sprays qui existent. Non, laissez vos cheveux tranquilles, mettez un chapeau, un bob. Il y a plein de trucs sympas en plus à mettre. C'est très bien. Largement. Ça suffit largement. Et d'ailleurs, Jimmy, vous avez dit tout à l'heure crème solaire, mais je rappelle quand même que la meilleure des protections, ça reste les vêtements. Et on applique la crème solaire sur les zones qui ne sont pas couvertes. Donnel, vous avez une question à propos des crèmes solaires? J'en ai deux. Allez-y. J'en ai deux. Première question, moi, depuis que je suis né, j'ai jamais mis de protection et je n'ai jamais eu de coup de soleil. Est-ce que, à long terme, c'est un problème ou est-ce qu'il y a certaines personnes, certaines peaux qui font qu'on n'a pas besoin? Mais je n'ai jamais rien mis, jamais rien eu. Et je ne m'expose pas non plus de dingue au soleil. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une peau noire, elle est beaucoup mieux protégée quand même contre le risque de cancer de peau. Donc plus on a une peau foncée, mieux on est protégé. Et donc... Bon, si on n'applique pas de crème solaire, ce n'est pas très grave. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines peaux noires qui vivent dans des pays où on s'est déshabitué. Et donc, on mobilise moins facilement la mélanine. Donc, il y en a quand même certains qui font des petits coups de soleil. Mais ça se présente comment? Ça va se présenter avec une peau qui va peler finement. Souvent, elle va foncer. Elle va foncer plus aussi. Et donc, on peut avoir quand même des oxydations qui arrivent avec le temps. Donc, quand même, on augmente le risque de cancer de peau, mais ça reste quelque chose de plus rare. Vous avez une deuxième question, parce que quand vous avez un dermatologue, vous dites... Ah ouais, moi je fais... Et deuxième question, pourquoi on met autant de temps pour vous voir? C'est pour ça qu'il pose les questions maintenant. Pourquoi c'est un an? Il faut demander au gouvernement, en fait, mais en quantité limitée, nous. Voilà, c'est ça. Alors que la crème solaire, c'est plutôt à volonté qu'on devrait mettre. Et d'ailleurs, on a plein de crèmes les solaires. transitions, On il est a, bon. ouais, Oh là là. c'est incroyable. C'est un métier. On a des sticks, on a des lotions, on a des sprays, on a des crèmes, huiles. on a des huiles. Comment on fait pour choisir? Choisissez celui qui vous donne envie en fait d'appliquer, de réappliquer. Il faut penser à réappliquer sa crème solaire au moins toutes les 2 heures. Quand l'indice UV il est plus important, même plus, surtout si vous êtes à l'eau, faut la réappliquer après cette baignée par exemple. Donc si c'est le stick qui vous convient, vous prenez le stick. Si c'est l'huile, mais choisissez-en une qui vous donne envie de la réappliquer en tout cas. Oui.
Une petite question. Les crèmes solaires pour enfants, parfois, on les choisit pour les adultes en disant c'est peut-être moins toxique. Est-ce que ça pose problème d'utiliser une crème pour enfants pour mon grand mari? Pas du tout. Et d'ailleurs, si vous avez ça, prenez une crème pour enfants pour toute la famille. C'est pas la peine de prendre crème pour adultes, crème pour enfants. Ah oui, il y a même des crèmes bio. Souvent, d'ailleurs, elles sont mieux réglementées parce qu'il y a certains produits chimiques qui sont interdits pour les enfants. Donc, à la limite, préférez les crèmes pour enfants. C'est juste que parfois, en termes de texture, elles peuvent être moins agréables. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de la réappliquer. Mais alors, est-ce qu'au final, on aurait tous intérêt à mettre de la 50 ? Ou pourquoi les 20-30, ça protège? Franchement, je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt parce qu'en plus de se protéger contre le risque de cancer de peau, on va protéger contre les UVA qui sont responsables de dégâts et donc qui vont augmenter et accélérer le vieillissement de la peau. Donc, il vaut mieux se diriger vers un SPF 50. Maintenant, il n'y a pas de réelle différence, je ne sais pas si vous savez, mais pas de réelle différence entre un SPF 30 et SPF 50 contre les risques de coups de soleil. Ils vont filtrer le SPF 30 jusqu'à 90-95% des UVB, alors qu'un SPF 50, c'est 98%. Donc, c'est pas énormément de différence. Donc, autant aller vers la plus élevée. Mais je préfère la plus élevée, c'est surtout pour les UVA. Est-ce qu'un écran total, ça empêche de bronzer? Est-ce qu'un écran total, donc un SPF 50, ça empêche de bronzer? Non, parce qu'on ne va pas filtrer complètement les UVB. Et puis, de toute façon, le but, c'est ne pas de bronzer. Il ne faut jamais demander ça à un dermato. Dommage. Parce que le bronzage, ça accélère le vieillissement aussi de la peau. Exactement. Donc, même si ça nous donne un teint allé 15 jours durant la rentrée, malheureusement, ensuite, on en paye les J'ai une dernière conséquences. question, justement, on parle de bronzage et de vieillissement de la peau. Il y a une idée reçue comme quoi les noirs vieillissent très lentement. Est-ce que c'est à cause de la mélanine et du soleil, tout ça? C'est pas une idée reçue. C'est juste que... Non, je voulais pas le dire, ils sont là, je voulais pas... nous vexer. Je voulais pas les vexer. C'est pas une idée reçue. En fait, on va vieillir d'une manière différente selon notre ethnie. Les peaux noires, souvent, sont un peu plus épaisses, elles ont plus de collagène, donc on va moins voir de rides. Par contre, le vieillissement va se présenter sous forme de taches. Ou alors, quand la ride va apparaître, elle va apparaître vraiment profonde, très présente. Les peaux blanches vont vieillir, effectivement, de façon plus accélérée. Il nous reste 20 secondes pour cette dernière question. Les crèmes solaires qui promettent de résister à l'eau, au sable, qu'est-ce qu'on en pense? Ça résiste un petit peu, mais après, il faut quand même réappliquer après une baignade, parce qu'on ne sait pas en fait quelle est la quantité qui reste après. Et du coup, c'est avant et après la baignade qu'on doit mettre de la crème? Oui. Donc ça veut dire que ça en fait des crèmes. Une crème solaire, elle ne doit pas nous tenir très longtemps. Franchement, acheter des lycras anti-UV, c'est très bien. Ça permet de protéger l'environnement et ça vous protège mieux. Et en plus, vous n'avez pas à réappliquer des produits chimiques sur votre peau. Donnel avait une 4e question, mais il faudra votre carte vitale pour la prochaine parce que là, le quota est épuisé. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rive, Odile, Donnel. Oui, je prends votre métier. Vous prenez le mien, je prends le vôtre. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Excellente journée sur France 5. Salut.